Eh bien, Boujoubin, chère Normande, c'est un vrai plaisir de vous retrouver pour ce 7e épisode des Entretiens Conquérants. Nous sommes aujourd'hui à Lisieux, dans le beau département du Calvados, pour parler tourisme avec une nouvelle vice-présidente en charge de ce sujet. Il s'agit de Nathalie Porte qui nous reçoit donc à Lisieux, la ville très touristique également dont on va parler dans quelques instants. Pour m'accompagner aujourd'hui sur ce nouvel épisode des Entretiens Conquérants, je suis accompagné de Keivan Shekali Shahi, donc qui est jeune Normand conquérant du Calvados. Bonjour Keivan, comment vas-tu? Bonjour, je vais très bien, merci pour cet échange. Merci beaucoup d'être présent à nos côtés, donc avec, comme je le disais, Nathalie Porte, notre invitée d'honneur qui nous reçoit donc à Lisieux. Bonjour Nathalie, vous avez 49 ans, vous êtes ancienne conseillère municipale de Lisieux, vous êtes actuellement conseillère régionale de Normandie de la liste de la Normandie conquérante depuis 2015 et donc depuis quelques jours maintenant, depuis la mi-octobre, 7e vice-présidente de la région Normandie chargée du tourisme. On est couronné du chiffre 7 puisque c'est le 7e épisode. Comment allez-vous Nathalie ? Bonjour, mais je vais très très bien. Merci beaucoup de votre accueil. Alors, je vais quand même préciser à nos auditeurs et auditrices que, étant donné que la nouvelle vice-présidence vient d'être affectée à Nathalie Porte, l'organisation du podcast va être légèrement modifiée avec des questions plus spécifiques au parcours estudiantin, au professionnel et personnel de Nathalie Porte, ainsi que les premières orientations en charge donc du tourisme pour Nathalie. C'est sans plus tarder que nous allons débuter ce 7e épisode. Branchez bien vos écouteurs, installez-vous confortablement ou augmentez le son de votre téléphone. Top départ du 7e épisode des Entretiens Conquérants spécial tourisme. Alors Nathalie, pour cette première partie qui est relative au parcours professionnel, à la découverte du parcours personnel également donc de chaque élu, je vous propose que nous fassions des bonds dans le temps, qu'on puisse en apprendre un peu plus sur votre parcours, également vos projets professionnels, également politiques qui animent votre vie en tant qu'élu et en tant que femme. Je commence toujours par poser une question, la même, à tous les élus qui passent devant ce micro. D'où venez-vous? Est-ce que vos parents étaient de Normandie et que faisaient-ils? Alors, je suis originaire de l'Aveyron, je suis originaire de Rodez, exactement. Donc, mes parents ne sont pas normands, ils sont tous les deux aveyronnais. Mais par contre, j'ai de la famille qui vit aujourd'hui et qui est toujours aujourd'hui en Normandie, à Vernon, exactement. Donc, j'ai une attache quand même assez particulière avec la Normandie depuis de nombreuses années. Et j'ai même un de mes ancêtres qui s'appelait Victor Dubourg, qui est mort enfermé dans la cage de fer du Mont-Saint-Michel, pour l'anecdote. Et quand est-ce que vous êtes arrivée en Normandie, du coup, Nathalie? Alors, nous sommes arrivés avec ma famille en 2009 pour raisons professionnelles et nous avons fait le choix de la Normandie parce que j'ai entendu très souvent « Mais qu'est-ce que tu es venu te perdre en Normandie ?» Je ne me suis pas perdue en Normandie, j'ai sincèrement fait le choix. Nous avions des propositions pourtant proches de ma région d'origine et quand nous sommes arrivés en Normandie, que nous avons vu le territoire dans sa globalité, la nature, les paysages, enfin tout ce qui représente à vue d'œil quand on arrive en Normandie, je m'y suis sentie chez moi. Et nous avons fait vraiment le choix de la Normandie à ce moment-là. Alors vous avez fait ce choix, justement, ce choix donc qui vous a conduit à venir en Normandie, a fait que la région Normandie est devenue la terre sur laquelle vous avez évolué aussi bien à titre estudiantin que professionnel. Justement, votre parcours estudiantin, avant qu'on parle de votre métier, qu'est-ce qu'il a été ce parcours estudiantin? Est-ce que vous avez été toujours en Normandie justement pour vos études ou pas du tout? Alors, je n'ai absolument pas fait mes études en Normandie puisque je suis arrivée donc en 2009, donc j'étais quand même beaucoup plus âgée. Mon parcours estudiantin, donc le département de l'Aveyron est un département que je dirais assez compliqué. C'est un des avantages que j'ai trouvé d'ailleurs en Normandie, plus difficile pour pouvoir avoir l'accès aux études. Donc j'ai fait 2 bacs. Mon premier bac, c'est un bac audiovisuel, donc spécialité cinéma. J'avais un prof qui était absolument excellent, qui s'appelle Dominique Ozel et qui est docteur en cinéma. Mais arrivé au bout du bac, quand vous êtes dans un département comme l'Aveyron, qu'il n'y a rien à côté, pas forcément d'accès pour aller dans d'autres écoles, mais je suis partie sur un autre circuit pour ne pas me limiter à un bac. Donc j'ai refait un bac qui n'a strictement rien à voir. Je suis partie dans le commerce.
J'ai fait mon bac et mon BTS en alternance. Commerce, action commerciale et commerce et services. Alors le cinéma qui doit toucher la corde sensible de Kevin qui nous accompagne aujourd'hui et qui aura l'occasion de se présenter tout à l'heure, mais pour nos auditeurs et auditrices qui est également lui engagé, impliqué dans le secteur du cinéma, on va rester d'ailleurs sur ce secteur avec donc maintenant votre parcours professionnel. J'ai pu trouver lors de la préparation de cet épisode que vous êtes devenu cadreur, monteur de contenu vidéo et même de manière plus large, je pense. C'est un métier qui à première vue est plutôt masculin. En ayant même créé votre entreprise, vous avez créé. Qu'est-ce qui vous orientait donc vers ce secteur de la vidéo, du cinéma, du commerce, mais surtout du cinéma? Est-ce qu'il y a eu un événement marquant? Alors, un événement marquant, pas spécialement. Je dirais que c'est plus peut-être de l'avoir vécu familialement, parce que mon père qui est de métier ébéniste, donc rien à voir avec le cinéma, mais passionné par tout ce qui était cinéma, audiovisuel, a créé sa première association au sein de la Maison des Jeunes et de la Culture de Rodez. Et toute jeune, je partais avec lui pour assister aux cours de ce club. Et je dirais que tout ça est né à ce moment-là, mais j'ai toujours eu une attirance et une appétence pour tout ce qui est lié à l'image dans sa globalité. Très bien, merci beaucoup. On va donc entrer dans le vif du sujet. On va parler maintenant de votre investissement dans la vie publique. Vous avez fait le choix, en plus de votre engagement professionnel qui occupe tout le monde, hein, quels que soient les secteurs, mais de vous engager dans la vie politique et dans la vie publique. Comment a émergé cette aspiration à faire de la politique, à être investi dans la vie de la cité? Alors, jusqu'en 2015, je n'avais pas d'engagement à proprement dit en politique. J'étais intéressée, attirée avec mes idées, mes convictions, par contre pas engagée du tout politiquement. Et je vais être très, très précise, c'est l'ancien maire de Lisieux qui a sollicité ma candidature pour représenter la ville de Lisieux dans l'équipe de Hervé Morin qui se présentait donc pour les élections régionales avec Sophie Gauguin et Rodolphe Thomas à ce moment-là qui étaient tête de liste pour le Calvados. Vous êtes donc devenue en 2015 conseillère régionale de la Normandie réunifiée, donc un mandat auquel vous êtes toujours en poste aujourd'hui avec la vice-présidence désormais qu'on vous sait, qu'on va parler dans quelques instants. Mais très vite, les responsabilités elles se sont accumulées pour vous au niveau local puisque vous êtes donc engagé en 2020 sur la liste de Sébastien Leclerc pour les municipales. Vous êtes devenu d'ailleurs conseillère municipale de la commune, mais quelques temps après, nouvelle casquette, député de la Nation. C'est allé très vite pour vous. Comment vous avez ressenti les choses et quels souvenirs vous avez de votre passage au Palais Bourbon? Alors, dans l'ordre, j'ai été suppléante de Sébastien Leclerc en 2017. Donc, nous avons défendu nos projets communs pendant les élections législatives. Il fait partie, je dirais, de ceux qui ont été sauvés de la vague Macron à ce moment-là. Il a été énormément sollicité à partir du moment où il s'est retrouvé sur Lisieux par la population qui lui demandait de se présenter à la ville de Lisieux. Donc ce qu'il a fait. Et nous sommes tous engagés conjointement sur une campagne un petit peu particulière, parce qu'elle s'est fait quand même en 2 temps, séparée par de nombreux mois à cause du Covid, du démarrage du Covid. Et nous avons gagné. Je dis bien nous parce que c'est conjointement, nous avons tous gagné. Et au mois de juillet, lorsque Sébastien a donné sa démission en tant que député, j'ai pris la suite officiellement le 28 juillet 2020. Alors, ça va très vite, effectivement. Je suis une personne qui, à partir du moment où je m'engage dans quel que soit le sujet et que j'aime ce que je fais, je n'y vais pas à demi-mesure, donc je m'y engage à fond. C'est pas effrayant parce que ça fait pas peur, hein, mais c'est vrai que de se retrouver au Palais Bourbon, défendre la nation et défendre nos concitoyens, j'ai du mal à trouver le mot exact, mais ça vous prend vraiment aux tripes parce que vous avez vraiment envie d'amener du mieux à chacun et à chacune et à chacun de nos concitoyens et puis de rentrer dans cet hémicycle. Moi, à chaque fois que je rentrais dans cet hémicycle, j'avais toujours les yeux en l'air parce que je fais partie des personnes qui imaginent toutes les personnes qui ont pu passer
monter ses marches, s'asseoir sur ses fauteuils. Voilà, c'est vrai que c'est tout un ensemble qui fait que, personnellement, j'ai vécu, même si ça a été un mandat court et compliqué, parce que j'ai vécu 18 mois de mandat Covid, je le rappelle quand même, c'était vraiment extraordinaire. Revenons maintenant à l'échelon régional. Donc, depuis 2015, je l'ai dit, conseillère régionale de la Normandie conquérante, une liste et une majorité dans laquelle vous siégez suite à l'appel donc de l'ancien maire de Lisieux. Pareil, qu'est-ce que vous retenez de cette première expérience en tant que première conseillère régionale de la Normandie à nouveau réunifiée? Alors c'était un sacré challenge parce que ça ne plaisait pas à tout le monde. Le fait que ce soit moi qui soit proposé pour faire partie de cette liste. Ce que souhaitait Hervé Morin à ce moment-là, validé par Sophie Gauguin et Rodolphe Thomas, ce sont des personnes de la société civile pour avoir une représentation un petit peu différente de l'équipe La Normandie conquérante. C'était un sacré challenge que j'ai pris vraiment à bras le corps. J'étais salariée d'une entreprise à ce moment-là. J'ai fait un choix. J'ai donné ma démission à cette entreprise-là, même si c'est une entreprise que je respecte tout à fait, il n'y a pas de problème. J'ai créé une auto-entreprise à côté en communication audiovisuelle parce que il faut toujours partir du principe que demain ça peut s'arrêter. Très bien, merci beaucoup. Et donc la dernière question, vous avez évoqué Hervé Morin et sa vision pour la Normandie en 2015 en allant chercher des profils qui sont représentatifs de ce qui compose, des citoyens qui composent la région. Vous avez l'habitude de travailler avec lui, il vous fait même la confiance d'être sa nouvelle vice-présidente. Qu'est-ce que c'est de travailler avec Hervé Morin quand on a tout à construire, notamment je parle depuis 2015 pour le coup. Comment ça s'est passé dans la majorité? Comment vous avez perçu les choses et la dynamique qui a été amorcée au niveau régional? Ce que j'ai énormément apprécié au sein de notre équipe, 2015 et puis le renouvellement en 2021, c'est cette écoute. Malgré les profils qui sont vraiment divers et variés, chacun, on est aujourd'hui 60, on ne peut pas dire que nous sommes 60 personnes identiques. C'est l'écoute de chacun, l'écoute des territoires et puis cette facilité que l'on a à pouvoir s'exprimer. Depuis le départ, la façon dont j'ai appréhendé ce mandat et comment j'ai vu notre président, c'est un manager, c'est un chef de file, c'est un patron d'entreprise qui a réussi à autant que possible fédérer tout le monde. Donc quand nous avons à la tête une personne comme ça, on se sent porté et on a plaisir. Enfin personnellement, j'ai plaisir à travailler avec chacune et chacun de mes collègues, qu'ils soient vice-président, vice-présidente ou conseillers régionaux, c'est vraiment un plaisir. Bien, merci beaucoup Nathalie pour ces réponses à ces questions très personnelles. Il faut quand même le rappeler à chaque fois. Les élus passent un peu sur le gris, entre guillemets, on peut le dire. On va revenir dans le présent désormais, après avoir fait différents bonds dans le passé, pour parler justement, chère Nathalie, de votre nouvelle vice-présidence, qui est celle du tourisme. Alors c'est un sujet qui est particulièrement important, notamment pour notre région Normandie, qui est connue et reconnue pour ses paysages, son patrimoine. On va citer tout à l'heure le Mont-Saint-Michel avec l'anecdote que vous nous avez cité, Nathalie, mais également par son poids économique, puisque, chers auditeurs, il faut le savoir, le tourisme en Normandie représente 6% du PIB. C'est une hausse d'ailleurs de 3 points par rapport à il y a 2-3 ans. Les derniers chiffres qu'on avait pu avec les jeunes Normands conquérants énoncés lors d'une visioconférence sur ce sujet. Et il y a également 38 000 emplois. Et donc 38 000 emplois qui contribuent au rayonnement culturel, touristique de la région. Alors la majorité régionale, chère Nathalie, a mis en place depuis 2015 de nombreux dispositifs. Il y a eu le Covid à gérer notamment. On a tous en tête le plan La Normandie ici et ailleurs qui avait été lancé. Et donc, pour cette nouvelle mandature, chère Nathalie, c'est vous qui allez être à la manœuvre. Alors, la première question que je vais vous poser sur votre action au niveau régional, quels sont les axes de la nouvelle politique touristique qui vont être mis en place justement sous l'ère porte de la vice-présidence touristique? Donc en fait, la politique régionale du tourisme, elle s'articule autour de différents axes, comme tu le précisais. On a d'abord les aides aux entreprises touristiques, et cela passe par l'AD Normandie, la structuration des destinations d'excellence. On a le tourisme de mémoire, on ne peut pas y échapper en Normandie, notre terre de paix, l'impressionnisme, le Mont Saint-Michel et sa baie, la Normandie médiévale, au travers de stratégies ambitieuses. Notamment, on peut citer, entre parenthèses, le site de Domfront, où il y a un projet d'envergure qui se dessine. Le développement des filières touristiques régionales, le tourisme autour du cheval, le tourisme social, la croisière, le tourisme d'affaires, le tourisme à vélo, le tourisme de découverte d'entreprise. On voit que nous avons une quantité assez extraordinaire le mot tourisme, ce que je disais tout à l'heure, quand nous discutions en aparté, je trouve que c'est un terme qui est assez
contraint, parce que le tourisme, c'est pas seulement aller sur Booking, faire une sélection et choisir où on a décidé de partir en vacances. C'est vraiment lié à une multitude de compétences. On a la professionnalisation et la qualification des acteurs touristiques, accompagnement des réseaux professionnels, notamment les offices de tourisme de Normandie, la Fédération régionale de l'hôtellerie aussi de plein air, accompagnement des entreprises vers le label Normandie Qualité Tourisme. La promotion de la destination sur les marchés français, européens et internationaux qui passe par le comité régional de Normandie. Voilà, l'équipe régionale du tourisme qui regroupe le service tourisme de la région, le comité régional de tourisme Normandie Tourisme, l'AD Normandie et l'agence Normandie Attractivité. Alors, les missions de chacune de ces entités sont bien définies pour accompagner au mieux le développement et le rayonnement de la destination Normandie, et ensemble, elles assurent l'accompagnement des porteurs de projets, tant techniquement que financièrement. En résumé, c'est comment fédérer, faire en sorte que tous ces acteurs que nous avons sur le territoire se fédèrent afin de porter au plus haut le tourisme en Normandie. On va continuer sur le détail de votre action régionale. Je disais tout à l'heure que la Normandie rayonnait au niveau touristique. Il y a énormément de touristes qui viennent en Normandie pour visiter son patrimoine aussi bien matériel qu'immatériel, notamment des internationaux. Puisqu'il faut savoir, chers auditeurs, chères auditrices, que la Normandie est le territoire, la région la plus connue au monde après la Californie. C'est dire quand même. C'est quand même extraordinaire qu'une région comme celle de la Normandie puisse rivaliser avec la Californie. Donc deuxième question, je ne vais pas tergiverser. Justement, on parlait d'affluence touristique en Normandie. Il y a des territoires qui sont plus visités que d'autres parce qu'ils sont mieux fournis en patrimoine matériel, comme des édifices, les châteaux ou encore des événements. Et d'autres peut-être moins dotés, moins fournis, aux caractéristiques un peu plus rurales, sont un peu moins visités. Alors comment, c'est une réflexion que nous avons, comment la région Normandie pourrait faire en sorte que les territoires moins visités pourraient être soutenus pour attirer les visiteurs à aller dans ces territoires-là? Ce que je peux dire en quelques mots, c'est que les acteurs du tourisme sont de plus en plus sensibilisés à la nécessité de changer de philosophie d'action pour favoriser le développement d'un tourisme qui soit davantage respectueux des hommes et de leur environnement. La Normandie va bien sûr continuer à structurer les offres autour des grands sites qui font la notoriété à l'international, comme je le disais tout à l'heure, le Mont-Saint-Michel, les plages du débarquement, Étretat. Je rajouterai Sainte-Thérèse. On le met souvent entre parenthèses, mais on ne va pas l'oublier. Mais une approche plus responsable doit être également travaillée avec les acteurs pour favoriser une meilleure gestion des flux. Ce que je rajouterai comme élément, c'est que au niveau des territoires, chacun essaye de faire en sorte de trouver des idées nouvelles pour attirer davantage et lier aussi avec l'identité normande. Un exemple tout bête, la fête des Normands, qui est le 29 septembre. De plus en plus, on voit au niveau des communes, parce que ce sont souvent les communes qui s'emparent du sujet, des initiatives qui se créent avec les restaurateurs qui se mettent dans la boucle, qui font une journée avec des menus normands. Après, ce qui serait sympa, c'est d'arriver à trouver des idées pour comment arriver à démocratiser un petit peu et à rendre plus jeune dans l'esprit le cidre. On peut arriver à travailler le cidre avec le calvados, avec tout ce qui tourne autour de la pomme et même le poiré, et à faire en sorte de créer des choses qui soient dans l'idée plus moderne, parce que il y a une image qui malheureusement reste assez vieillotte, alors qu'en fait le cidre, je l'ai découvert moi-même tout bête, on peut accompagner le cidre avec tout. Avec de la viande blanche, avec de la viande rouge, avec n'importe quel mets, on peut accompagner du cidre. Et je pense qu'on a une culture à développer à ce niveau-là et attirer, peut-être l'étendre à l'international, c'est-à-dire que le jour de la fête des Normands, pourquoi pas en faire une Saint-Patrick ? Pourquoi pas, on retiendra cette proposition, effectivement, qui est très intéressante à creuser. Je vois votre moue. On va passer à la troisième et à la dernière question sur cette partie-là, avant de donner le micro à Keivan pour parler des questions davantage relatives à la jeunesse. Alors, le tourisme connaît des mutations importantes aujourd'hui, notamment depuis la crise du Covid-19, aussi bien au niveau économique, avec des secteurs qui ont de moins en moins la côte et d'autres qui se développent, au niveau environnemental aussi, avec un tourisme
tourisme de masse qui fragilise le patrimoine existant. On voit de plus en plus de débats qui remettent en question le tourisme de masse et qui prônent un tourisme davantage qualitatif, peut-être plus intimiste, mais aussi on pourrait terminer également donc avec des mutations technologiques, avec on voit l'apparition de technologies qui permettent une meilleure transmission ou plutôt d'augmenter les moyens de transmission de la culture par voie digitale. Alors la question, elle est très simple, chère Nathalie. Comment la région peut-elle être à la manœuvre pour permettre au secteur du tourisme de s'adapter à ces enjeux-là sans perdre en attractivité? Alors je dirais que c'est un des gros enjeux du secteur touristique pour les années à venir, qui va être d'opérer sa transition écologique en travaillant tant l'adaptation des offres au changement climatique que l'atténuation des activités touristiques sur le climat. Alors aujourd'hui, on peut dire que nous avons confiance. Les acteurs touristiques sont amenés sans cesse à innover pour répondre, voire devancer les attentes de leurs clients. C'est un secteur très réactif, comme ils ont su le prouver encore ces dernières années face à la crise sanitaire. Ils peuvent compter, comme c'est déjà le cas aujourd'hui, sur l'appui de la région. Et pour les accompagner, c'est ce que nous faisons notamment avec les offices de tourisme. Un exemple que je peux donner qui est très concret, puisque j'ai eu l'opportunité d'accompagner la Fédération des offices de tourisme et une représentante de la ville de l'office de tourisme de Bagnoles-de-l'Orne. Parce que la région de Normandie, la Normandie, par la Fédération des offices de tourisme normands, est la seule région française à avoir le label, à être classée dans les 100 premiers du label Green Destination. Et l'office de tourisme de Bagnoles-de-l'Orne a eu la médaille d'or dans ce même créneau-là. Donc on est tous sensibilisés. Le rapport du GIEC normand, de toute façon, nous oblige, toutes et tous. Et je pense que nous avons tous intérêt à faire en sorte de travailler conjointement sur ce sujet. Tourisme ne veut pas dire obligatoirement que l'on ne fait pas dans le respect de l'environnement. Tout à fait, nous en conviendrons et les auditeurs et auditrices également. On va clôturer la deuxième partie relative à votre action régionale, chère Nathalie. Merci beaucoup pour la réponse à ces questions. Et on va pouvoir ouvrir, vous en avez désormais l'habitude, chers auditeurs, chères auditrices, la rubrique jeune, la rubrique qui permet de donner le micro à un jeune Normand, conquérant qui plus est. Bonjour Keivan, comment vas-tu? Je vais bien. C'est parti, très bien Keivan, le micro est à toi. Oui, donc moi je suis réalisateur scénariste, j'ai réalisé 3 courts-métrages. J'ai eu la chance, très grande chance de faire mon premier court-métrage à la sortie du bac. Et on l'a tourné en Normandie, notamment une scène sur la plage de Deauville. Et la chance extrême que moi j'ai eue, c'était de tourner avec un acteur allemand qui a participé dans beaucoup de productions internationales. Il a joué dans un James Bond, il a tourné pour Spielberg. Et donc c'était vraiment une chance unique pour moi et ça m'a ouvert beaucoup de portes dans le cinéma. Ça m'a permis d'enchaîner sur un deuxième court-métrage, où là encore, alors que je connaissais pas l'acteur, j'ai contacté son agent, et par hasard, parce qu'il aimait le scénario, mais on se connaissait pas, c'était un acteur australien qui est venu des États-Unis pour faire le court-métrage. Donc, le court-métrage, le deuxième, il a aussi il a fait des festivals, tout ça, donc les gens ont plutôt apprécié. Et j'ai enchaîné sur un troisième, qui est beaucoup plus gros, plus long. On a tourné dans un château du XVIIIe siècle dans l'Oise. Et là, j'ai eu 10 acteurs, on a fait 66 festivals, et celui-là, il a vraiment rayonné dans les festivals. Et donc, voilà pour mon parcours. Donc, la première question que je souhaitais vous poser, c'est comment la politique du tourisme pourrait avoir un rayonnement dans les autres secteurs? Alors déjà, tout d'abord, je tiens à te féliciter parce que être si jeune et être déjà, commencer à être reconnu dans le milieu cinématographique, c'est que tu as dû faire des courts-métrages de qualité. D'ailleurs, ce serait bien que tu me dises où est-ce qu'on peut les voir. Par curiosité, Merci. parenthèse fermée. Comme je le disais tout à l'heure, en fait, le tourisme, c'est vraiment transversal. Ça concerne énormément de secteurs et pour la plupart qui font partie des compétences régionales. Un exemple qui me vient, la formation. Nous avons réussi, après plus de 5 ans de combat, entre guillemets, à obtenir les autorisations d'ouvrir des formations dentaires sur la région. Donc, on en ouvre 2. Et je pense que ça va nous attirer donc une population jeune, bien évidemment, puisqu'ils viennent de se former. Et de ce fait, va certainement découler d'autres ouvertures, parce que ces jeunes-là qui peut-être ne connaissent pas la Normandie, on n'aura pas forcément que des Normands qui vont se former, vont certainement amener leur famille, leurs connaissances et leur permettre de découvrir la Normandie. Je trouve que c'est une façon aussi de faire du tourisme. Très bien, merci pour votre réponse. Et la deuxième question que j'avais, c'était parce que je viens du cinéma, je souhaitais vous poser cette question par rapport au ciné-tourisme. Souvent, les films ont un impact massif pour le tourisme local là où ils sont tournés. Donc, qu'est-ce que vous pensez du ciné-tourisme en première question? Et la question
question qui en découle, c'est est-ce que c'est une bonne stratégie pour mettre en valeur avec la région les productions qui ont déjà été tournées sur le territoire pour créer de nouvelles dynamiques, par exemple. Et en ce sens, est-ce que ça peut être aussi une stratégie d'attirer davantage de productions pour accroître les opportunités de cinétourisme? Alors là, je valide à 100%. On voit directement l'impact que cela peut avoir. Un exemple type, c'est sur la production Netflix, la fameuse série Arsène Lupin. Beaucoup de gens ont découvert que Arsène Lupin et Étretat étaient liés. Donc il y a eu une recrudescence des visites à Étretat. Et un autre exemple que je vais donner, c'est le lien entre Sainte-Thérèse et Édith Piaf. Je ne sais pas si tu le sais, mais en fait, Édith Piaf, quand elle était jeune, quand elle était très très jeune, est venue dans la maison de, je crois que c'était sa grand-mère ou sa tante, à Bernay. Elle a eu des problèmes visuels, donc elle a perdu la vue, carrément. Et elle est venue se recueillir sur la tombe de Sainte-Thérèse, à l'époque qui était une tombe normale. Elle a frotté ses yeux avec de la terre et elle a été guérie. Et tout ça, en fait, on l'a vu au travers du film La Môme. Et des personnes nous en ont parlé. Il y a maintenant un festival qui s'est créé autour de ça, mettant en avant Sainte-Thérèse et Édith Piaf. Je dis pas que ça fait une recrudescence de personnes qui viennent sur Bernay ou Lisieux pour ça, mais c'est un élément supplémentaire. Et je pense qu'on a un travail à mener encore plus approfondi, qui est déjà mené par l'association Normandie Images, dont la région Normandie est un des principaux partenaires, parce que c'est une association qui déjà accompagne au niveau régional tout ce qui peut se faire en termes de cinématographie, de production audiovisuelle dans sa globalité. Voilà, parce que c'est vrai que le domaine est assez vaste. Mais oui, je confirme que je pense sincèrement que nous avons encore beaucoup de choses à faire à ce niveau-là. Et en plus, c'est moderne. Merci, j'étais content d'échanger avec vous. Merci beaucoup, Kayvan, pour votre présence à nos côtés. Merci également, Nathalie. C'est déjà la fin de cette 7e épisode. J'espère que vous passez un bon moment avec nous. C'était parfait, prêt pour le prochain. Merci beaucoup, c'était un plaisir d'échanger avec vous sur le sujet du tourisme. Donc merci à vous, chers auditeurs, pour votre suivi. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux et ça fait particulièrement plaisir. L'occasion, nous sommes au remerciement de remercier toutes les équipes de la Normandie Conquérante pour le soutien dans ce projet. Elles se reconnaîtront, c'est un travail en équipe aussi bien en groupe qu'au cabinet et avec les élus également. Voilà, on se retrouve le mois prochain pour parler d'un autre sujet. Nous serons dans l'heure à Évreux avec Guy Lefranc où nous aurons l'occasion d'échanger sur l'aménagement du territoire et également la ruralité. En attendant, je vous souhaite de passer du bon temps. On se redit au podcast suivant et comme on dit en Normandie, à tantôt.